C'est moi qui vous remercie donc de l'organisation de ce séminaire, enfin de cette série de séminaires, parce que c'est vrai que le droit au logement est assez peu traité en tant que tel pour ce qui concerne les enfants. Alors je vais tenter, dans le temps qui m'est imparti, d'essayer de voir quelle est l'approche juridique de cette question. Il n'y a pas grand-chose d'écrit en fait sur le sujet. J'ai trouvé 2 articles, dont un de moi, donc, ça fait quand même pas beaucoup. Et c'est vrai que j'ai un peu lu les autres approches. Alors, je vais essayer de présenter un peu ce qu'il me semble être les fondements juridiques du droit au logement de l'enfant, avec donc des possibilités. Enfin, après, je répondrai aux questions si je suis passée un peu à côté d'un certain nombre de choses. Alors, il faut d'abord dire, je le précise, même si ça me paraît évident, mais je pense que ça ne l'est pas forcément pour tout le monde, que l'enfant est d'abord titulaire de l'ensemble des droits des droits de toute personne, puisque l'enfant est sujet de droit, et ce, depuis sa naissance. Et depuis très longtemps en droit, on n'a pas attendu la Convention internationale des droits de l'enfant pour faire de l'enfant un sujet de droit. Je le dis parce que je lis un peu trop souvent que la Convention internationale des droits de l'enfant a fait passer l'enfant d'objet de droit à sujet de droit, alors qu'il a toujours été sujet de droit. Il peut être aussi objet de droit, et notamment des droits parentaux, droits de visite et d'hébergement, etc. Donc, l'enfant étant sujet de droit, il est titulaire de tous les droits, et notamment de tous les droits fondamentaux, dont ce qu'on appelle le droit au logement opposable. Alors, pour moi, c'est un pléonasme, parce qu'un droit est forcément opposable, donc c'était pas la peine de le préciser, mais c'était quand même symbolique, l'idée de dire c'est pas seulement un droit théorique, il faut qu'on puisse lui donner une certaine efficacité et effectivité. Ce droit est un droit fondamental. Alors, il a été consacré dans plusieurs lois, 2007, 2014, 2017. Ce qui lui donnait une valeur législative. Le danger de la valeur législative, c'est que n'importe quelle autre loi peut revenir sur donc ce droit au logement. C'est la raison pour laquelle, en fait, il a été constitutionnalisé. Le Conseil constitutionnel a considéré en 1995 que le droit au logement était un objectif constitutionnel, c'est-à-dire à une valeur supra-législative. Cette valeur supra-législative a été confortée par l'article 34 de la Charte de l'Union européenne, qui affirme que toute personne a droit à une aide au logement, ce qui implique que toute personne a droit à ce qu'on l'aide à bénéficier d'un logement. La Cour européenne des droits de l'homme, donc c'est le Conseil de l'Europe, a affirmé dans un arrêt de 86, je crois, que le logement est un besoin primordial. Donc le droit au logement est un droit fondamental de toute personne, dont l'enfant. Alors je ne vais pas trop m'attarder, mais le droit au logement, c'est le droit d'avoir un logement, mais c'est aussi le droit de garder son logement, ce qui pose la question des expulsions. Expulsion qui entraîne pour la famille évidemment un risque de mise à la rue et donc du non-logement, ce qui est particulièrement problématique pour les enfants. Il y a d'ailleurs un certain nombre de dispositifs qui permettent d'éviter les expulsions ou d'accélérer le relogement lorsque la famille comporte des enfants et notamment lorsqu'il s'agit d'enfants en bas âge. Je ne vais pas trop parler de l'expulsion, voilà, je voulais juste le dire, mais je vais parler de manière plus précise donc du droit au logement. Alors, ce droit au logement est donc consacré pour toute personne et il me semble qu'il est consacré aussi pour l'enfant dans le fameux texte spécifique de la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, on ne mentionne pas le droit au logement stricto sensu, mais l'article 27 de la CID, de la Convention internationale des droits de l'enfant, affirme que les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. Dans ce droit à un niveau de vie suffisant,
figure le droit de l'enfant. C'est ainsi que l'interprète le Comité international des droits de l'enfant, mais aussi les juridictions européennes et nationales. C'est l'idée que l'enfant doit vivre dans un contexte sécure, un contexte qui permet son développement à la fois physique, moral, scolaire, etc. J'y reviendrai. C'est un point important parce que ce droit au logement, enfin ce droit à un niveau suffisant, impose aux États de fournir à l'enfant les moyens d'avoir un niveau de vie suffisant, y compris donc le fait d'être logé dans des conditions sécures. Donc c'est pas seulement pour l'enfant un minimum, c'est un cadre qui doit permettre son développement, je l'ai dit, moral, physique, etc. Alors, sans rentrer trop dans les détails, parce que c'est un peu abscon pour les non-juristes, l'article 27.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant n'a pas d'effet direct, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être directement invoqué devant un juge. Il faut alors plutôt passer sur le droit au logement qui est consacré par les textes de droit interne. L'analyse est à mon sens discutable, c'est ce que disent le Conseil d'État, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée. Il me semble quand même que dans la mesure où le texte vise un droit de l'enfant, on devrait considérer qu'il s'agit d'un texte que l'on pourrait appliquer directement devant les juridictions internes. On peut espérer d'ailleurs que le Conseil d'État évolue. Alors, un mot quand même pour dire que, par hypothèse, cette convention internationale c'est un texte de compromis. Donc, évidemment, l'exigence d'un niveau de vie suffisant n'est pas imposée de la même manière dans les pays en voie de développement que dans des pays les pays notamment européens. Je vous rappelle que la Convention internationale des droits de l'enfant a été ratifiée par tous les pays du monde, sauf un, les États-Unis, ce qui se passe de commentaires. On a cru qu'Obama allait le faire, et puis après avec Trump, on n'avait pas d'illusion. Alors, ce qui permet, je pense que peut-être on pourrait à terme étudier plus précisément ces textes. Le Comité des droits de l'enfant, en fait, il rend des observations tous les 5 ans à peu près relatives à chacun des pays. Et il y a quelques années, j'ai travaillé sur ces observations. Il y a un paragraphe dans ces rapports, dans ces observations du comité consacré à l'article 27 et au droit de l'enfant d'avoir un niveau de vie suffisant. Et dans ce paragraphe, systématiquement, le comité des droits de l'enfant aborde la question du logement et notamment du nombre d'enfants pauvres et donc mal logés ou pas logés, notamment dans les pays dits riches. Par exemple, le comité reproche à la Suisse son nombre d'enfants qui ne bénéficient pas d'un logement, et la France n'a pas échappé à ces remarques. Je dirais que le comité est évidemment plus sévère, ça me paraît important de montrer qu'il est plus sévère avec les pays dits riches, c'est-à-dire que l'idée c'est que dans des pays qui ont un développement important, il est d'autant plus nécessaire de s'assurer que les enfants ont un niveau de vie suffisant et donc un logement qui permette, et un logement. Alors, je ne vais pas revenir sur les besoins, le fait que ce droit au logement n'est pas exécuté, effectif pour tous les enfants. Vous avez cité des chiffres et ce n'est pas trop juriste de s'occuper de ces chiffres, donc je ne vais pas m'attarder. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le droit au logement est, je dirais, un droit matriciel. Alors, c'est plus généralement le droit à un niveau de vie suffisant, mais le droit au logement particulièrement va permettre, ou ne pas permettre lorsqu'il n'est pas exécuté, l'exercice d'un certain nombre de droits. Et donc, quand un enfant n'est pas logé correctement, c'est-à-dire que soit il est à la rue, soit il est logé dans des conditions insalubres, vous avez parlé des squats, on peut parler quand même de l'hôtel, parce que c'est quand même pas un logement, c'est pas seulement d'être à l'abri. On parlera tout à l'heure de lien entre logement et hébergement, qui sont à mon avis des notions différentes. Il y a un moment donné où en fait c'est pas un logement auquel les enfants
accèdent, c'est un hébergement dont on sait qu'il est extrêmement problématique. Alors, sans rentrer dans les détails et sans faire un catalogue, le droit au logement va fonder d'autres droits, et notamment le droit à la santé et l'intégrité physique de l'enfant. Quand un enfant est logé dans un espace, vous l'avez dit tout à l'heure, le logement, c'est le lieu où l'enfant va faire ses premiers pas dans tous les domaines. Si il est dans un logement exigu ou qu'il est notamment à la rue, donc dans des conditions de sécurité qui ne sont pas du tout satisfaites, l'enfant ne va pas marcher, ne va pas... voilà. Et donc, voilà, j'ai noté une phrase d'une éducatrice de jeunes enfants qui, après avoir rencontré une mère qui s'inquiétait des retards de son enfant, affirmait, elle voyait bien que les autres enfants de cet âge marchaient, mais elle expliquait, à la maison, elle dit quand même à la maison, il reste dans son lit, je ne peux pas le mettre par terre car il n'y a pas de place. En fait, cet enfant n'avait pas de terrain d'exploration au niveau moteur. Donc, les conséquences du mal logement sur la santé et le développement des enfants sont assez terribles. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans ces détails sociologiques qui ont évidemment leur importance, mais je pense que ce n'est pas mon rôle. Donc, les enfants dorment mal. Il y a la question de l'intimité, j'en reparlerai. Enfin non, je peux en parler tout de suite. Le mal logement entraîne une atteinte à la vie privée de l'enfant qui n'a pas d'intimité. Même très jeune, on sait que c'est un point important, sans parler évidemment. Donc, ça crée... cette absence d'intimité va également nuire aux conditions de développement de l'enfant. Alors, il y a également donc, atteinte à l'intégrité physique, atteinte au droit à la santé, atteinte au droit à l'intégrité physique, à la vie privée, atteinte à l'intégrité morale, parce que lorsqu'on est placé dans une situation de mal logement, il y a un impact psychologique et donc qui amplifie les difficultés morales, psychiques que peuvent avoir un enfant, en sachant que ça accentue aussi l'état d'esprit, que ça a un effet sur l'aspect psychique des parents, j'y reviendrai. Je reviens aussi sur la question de la santé une seconde. L'accès aux professionnels de santé est compliqué pour les enfants qui n'ont pas de logement parce que leurs parents hésitent à aller chez le médecin ou hésitent à aller à la PMI de peur, on l'a dit tout à l'heure, d'un risque de placement. J'avance. Autre droit qui n'est pas assuré lorsqu'on est mal logé, c'est le droit à l'école, le droit à l'éducation. On ne va pas rentrer là encore dans les détails, mais on sait bien que pour faire ses devoirs d'abord quand on est à la rue bien sûr, mais dans un logement qui n'est pas adapté, on manque d'intimité, on manque donc voilà. En plus, on dort mal, donc on a plus de mal à suivre à l'école, etc. Voilà. Alors. Ensuite, après avoir vu donc les fondements du droit au logement de l'enfant, on va s'intéresser à la mise en œuvre, un plan en 2 parties. Je ne peux pas faire autrement, les juristes apprennent à faire des plans en 2 parties. On ne peut pas en sortir, c'est dans notre ADN. Alors, la mise en œuvre du droit au logement, on l'a dit, le droit au logement est un droit créance. C'est-à-dire que c'est un droit dont on peut exiger l'exécution à l'égard donc de débiteurs de ce droit. Alors, premier débiteur du droit au logement de l'enfant, ce sont ses parents. En effet, le logement de l'enfant est une obligation parentale. Ça relève de l'obligation d'entretien. Alors, je ne vais pas trop rentrer là encore dans les détails parce que je ne pense pas que ce soit quand même l'objet de notre séminaire. Les parents donc, doivent fournir un logement à l'enfant. C'est aussi un droit, le droit de choisir le logement de l'enfant. C'est même un droit qui peut faire l'objet d'une exécution forcée. D'accord ? Si un enfant va ailleurs que dans le logement que ses parents ont fixé, ils peuvent recourir à la force publique pour le récupérer. Je vous rassure, ça n'arrive quand même pas tous les matins. Mais ça explique, et notamment en protection de l'enfance, ça explique le dispositif sur les fugues et le fait qu'on ne peut garder un enfant que 72 heures en ne prévenant ses parents, parce que sinon, on peut être poursuivi pour soustraction de mineurs.
Donc le droit de choisir le logement de l'enfant s'impose au tiers comme à l'enfant lui-même. La question du logement de l'enfant est une question problématique, qui doit faire l'objet de décisions spécifiques en cas de séparation des parents. Aujourd'hui se développe la résidence alternée, donc on peut s'interroger, est-ce que être en hébergement partagé, ça implique qu'on a un logement, 2 logements? Est-ce que c'est tout à fait conforme à l'intérêt d'un enfant d'avoir 2 logements? Les parents qui ont essayé de passer d'un logement à l'autre savent à quel point c'est pénible. Qu'en est-il de la résidence alternée qui, cependant, assure le respect des relations de l'enfant avec ses 2 parents? Le logement est un critère de protection de l'enfant et notamment il y a un certain nombre de dispositions du Code civil qui protègent le logement de la famille et donc par ricochet le logement de l'enfant. Un époux ne peut pas par exemple disposer seul du logement de la famille pour assurer donc la protection de ce logement. Le juge, au moment de la séparation, le juge d'affaires familiales peut également attribuer le logement à un des parents pour lui permettre de vivre avec ses enfants dans ce logement. Alors, j'en arrive évidemment à la question de l'hypothèse d'un enfant qui n'a pas de logement, et notamment parce que ses parents ne sont pas en mesure de lui offrir des conditions d'hébergement correctes. Alors, il s'agit de s'interroger sur les conséquences de cette impossibilité. La première chose à dire, c'est que l'impossibilité pour ses parents d'offrir un logement à l'enfant n'est pas en elle-même une condition de placement de cet enfant. La Cour européenne l'a dit à plusieurs reprises, le fait qu'une famille soit dans la précarité ne justifie pas en lui-même le placement de l'enfant. Encore faut-il établir que les parents, une carence parentale en dehors de cette impossibilité de fournir un logement. La Cour dit le fait qu'un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier qu'on le soustrait de force aux soins de ses parents biologiques. Pareille ingérence dans le droit des parents au titre de l'article 8 de la Convention, le droit de jouir d'une vie familiale avec l'enfant, doit se révéler nécessaire en raison d'autres circonstances. Alors, c'est très bien, une position théorique et juridique. Toute juriste que je suis et toute universitaire que je suis, j'ai bien conscience que, en réalité, on voit bien que c'est pas si facile et que l'absence de logement ou un logement insécure rend la vie familiale de l'enfant et de ses parents problématique. Lorsque des parents vivent avec un enfant à la rue, on se doute bien que certes, c'est pas l'absence de logement qui justifie le placement, mais que la faculté des parents d'élever leur enfant est clairement plus difficile et que le placement des enfants pauvres, entre guillemets, et notamment des enfants qui n'ont pas de logement, peut relever en effet assez rapidement de la protection de l'enfance. On s'est interrogé, je suis présidente par ailleurs de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, et c'est souvent qu'on a eu à discuter du fait de savoir si on devait faire une information préoccupante, voire un signalement lorsqu'un enfant est à la rue. Cela se pose particulièrement pour les services hospitaliers et notamment les maternités. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'une mère part avec son bébé alors qu'on sait très bien qu'elle n'a pas de logement et qu'elle veut partir quand même? Est-ce qu'on fait une information préoccupante ou pas? Qu'est-ce qu'on peut proposer lorsque en fait il n'y a pas de danger? Je veux dire, la mère est adaptée, on n'a pas à dénoter à la maternité de problèmes particuliers dans la prise en charge de l'enfant, mais elle est à la rue. Et donc, qu'est-ce qu'on peut proposer? Et c'est là où on va citer quand même un deuxième débiteur de l'obligation du droit au logement de l'enfant, c'est le département et l'État. Alors, je vais commencer quand même par l'État, parce que les départements sont clairement sursollicités sur cette question et bien d'autres. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une obligation étatique d'héberger les familles en situation de précarité, et particulièrement lorsqu'il y a des enfants.
On peut citer plusieurs décisions, bon, 2, j'en ai trouvé 2, mais c'est quand même plusieurs. Le tribunal administratif de Caen, en juillet 2015, qui affirme que la mise à l'abri des femmes enceintes ou des mères isolées relève de la protection de l'enfance et donc de la compétence du département. En revanche, l'hébergement d'urgence d'une famille doit être assuré par l'État au nom notamment de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans cette affaire, l'État, donc c'est le préfet en fait, ne voulait pas procurer à une mère avec un ou plusieurs enfants un hébergement d'urgence au prétexte qu'il y avait eu une autre proposition, sauf que dans cette hypothèse, la proposition n'était pas du tout compatible avec l'intérêt de l'enfant parce que ça impliquait de faire cesser la prise en charge dont elle bénéficiait justement dans le cadre de la protection de l'enfance. Le Conseil d'État est allé dans le même sens dans une décision du 8 août 2023, donc ça veut dire qu'on est en plein dans l'actualité, ce dont on peut se douter compte tenu de la situation matérielle d'un certain nombre de familles. Il s'agissait là encore d'une mère avec sa fille âgée de 2 ans, et donc le Conseil d'État a dit qu'il y avait une carence étatique à ne pas procurer un hébergement d'urgence à cette mère et donc à l'enfant. Là encore, le texte visé, c'est l'article L345-2-2 du Code de l'action sociale et des familles qui impose l'hébergement d'urgence, c'est-à-dire la possibilité de fournir des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, etc., etc. Alors évidemment, le département n'est pas en reste, et lorsqu'on place un enfant, on lui assure un logement, du moins un hébergement. Est-ce qu'on peut parler de logement lorsqu'un enfant est placé, notamment lorsqu'il est placé en structure collective? Est-ce qu'une pouponnière dans un CEDEF est un logement pour l'enfant? Et c'est peut-être une question, mais qu'on va se poser, enfin que vous allez vous poser de manière importante. Dans quelle mesure l'hébergement, dans le cadre de la protection de l'enfant, satisfait le droit au logement opposable, donc de l'enfant? Je n'en suis pas certaine. Mais lorsqu'on place un enfant mineur, on est quand même au-delà de la fourniture d'un logement, en général. En revanche, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour ce qui est des MNA, il me semble que c'est l'hébergement qui est la première demande de ces jeunes. Et c'est d'ailleurs un peu la difficulté qu'on peut avoir à les mélanger avec des autres jeunes de la protection de l'enfance, parce que, alors bien sûr, je ne dis pas que les MNA n'ont pas des traumatismes, bien au contraire, on le sait, mais leur objectif, surtout, c'est de bénéficier d'un logement. Et là encore, est-ce que l'hébergement qu'on peut leur proposer est ou non un logement? Et puis cet hébergement, il faut quand même un parcours du combattant pour l'obtenir. On est d'abord dans un accueil provisoire qui fournit là encore un hébergement d'urgence, dont je rappelle qu'il doit relever de l'État, qui le finance sur 5 jours ou un peu plus maintenant. Donc est-ce que là, il y a un croisement des compétences départementales et étatiques? Je précise, et ensuite, le MNA, si sa minorité est constatée, je ne vais pas revenir sur cette question de l'évaluation de la minorité d'un MNA, d'une personne qui en tout cas prétend l'être, lorsque sa minorité est reconnue, alors il bénéficie d'une prise en charge par la protection de l'enfance, qui, je l'ai dit, est surtout centrée sur le fait d'héberger l'enfant, le mineur, même si ce n'est pas que ça. Et je pense qu'au-delà du droit au logement, les MNA bénéficient d'une prise en charge sociale, psychologique, médicale, psychiatrique souvent. Et on sait qu'on a des lacunes importantes. Donc, en protection de l'enfance, pour moi, le droit au logement d'abord est plutôt un droit à l'hébergement. Alors, je ne reviens pas sur... est-ce qu'il y a oui, il y a une différence, puisque le logement, c'est quand même un espace qui est individualisé et qui appartient à la personne...
auquel la personne a accès, et donc l'enfant a accès, avec une possibilité, vous l'avez dit, de bénéficier de sa vie privée, d'une intimité, etc. Je ne suis pas sûre que les hébergements répondent toujours à ces critères, même s'il me semble que c'est une question qui évolue dans le cadre de la protection de l'enfance. C'est le cas en Gironde, mais je pense que c'est le cas un peu partout. On va davantage vers des petites structures qui ressemblent justement à des logements avec une chambre individuelle pour l'enfant qui me semble être au moins, c'est le minimum dans le droit au logement. Vous avez évoqué la question des jeunes majeurs. Je ne vais pas, moi non plus, je vais pas revenir sur cette question, mais quand même, on sait que les enfants qui ont été placés à l'ASE, les adultes qui, pendant leur enfance, ont été placés à l'ASE, ont davantage de problèmes de logement que les autres et sont surreprésentés dans les populations de sans-abri. Ce qui implique l'obligation du département de travailler sur cette question du logement des jeunes majeurs et de ne pas laisser ces jeunes majeurs sans solution de logement à la sortie des dispositifs de protection de l'enfance. Je crois que c'est un point extrêmement important qu'il convient de développer davantage. La question du logement des jeunes majeurs dans le cadre du contrat jeunes majeurs est également une question essentielle. Et d'ailleurs, le fait qu'aujourd'hui les contrats jeunes majeurs sont peu ou prou obligatoires, pour moi, satisfont pour partie ce droit au logement des jeunes majeurs, puisque c'est quand même la première garantie à leur donner. Et il me semble, c'est la raison pour laquelle votre séminaire est extrêmement intéressant, c'est que ça permet de recentrer la focale sur ce droit au logement, dont je rappelle est créancier toute personne, et particulièrement un enfant. J'ai pas donné les détails, mais dans la Constitution, il est prévu que la nation soit particulièrement vigilante à remplir les besoins fondamentaux des enfants, des mères et des enfants. À l'époque, on parlait plutôt des mères, et notamment, vous l'avez dit aussi, dans le cadre des familles monoparentales, puisque la question de l'accès au logement se pose évidemment davantage lorsqu'il y a un seul parent, pour des raisons bien comprises de conditions financières. Et donc, pour conclure, je crois qu'on peut dire que le droit au logement des enfants mineurs n'est pas aujourd'hui effectif en France, notamment pour les familles qui sont dans la précarité. Ce qui peut contrarier l'exécution du droit au logement de l'enfant, c'est bien évidemment le niveau de vie de sa famille. Ça peut être également les conflits qu'il peut exister dans la famille. Et je voudrais aussi dire un mot sur les violences conjugales, qui est un sujet particulièrement d'actualité, dont on parle beaucoup. Et c'est la question d'un droit au logement sécure pour l'enfant, lorsqu'il y a à l'intérieur du logement de la famille des violences, alors évidemment sur l'enfant, mais des violences, un contexte de violence conjugale, dont on sait aujourd'hui qu'il a un impact particulièrement important sur les enfants. La question du droit au logement sécure se pose. Et donc, le fait d'avoir un dispositif qui aujourd'hui permet l'expulsion du conjoint violent, la possibilité donc de la victime de rester sur place, constitue à mon sens un autre aspect du droit au logement de l'enfant. Du droit au logement, c'est pas seulement le droit d'être hébergé, c'est le droit également de vivre dans des conditions de salubrité, donc c'est la question du logement sain, et également de sécurité. Je crois qu'on peut dire sans hésitation que le logement fait partie du méta-besoin de sécurité de l'enfant et qu'il convient à ce titre d'y apporter une attention particulière. Je vous remercie.